Bonsoir, bienvenue à vous en direct. Votre émission pour aller plus loin ce soir sur la gauche dans tous ses États et en particulier le Parti socialiste et son candidat. Benoît Hamon coincé, pris en tenaille entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le paysage à gauche évolue à 3 semaines du premier tour. Alors quelles conséquences? Va-t-on vers une grande recomposition? Le débat est à suivre avec de nombreux invités en notre compagnie. Et déjà, ce sont les élections législatives qui sont en ligne de mire. Tous les candidats y pensent, c'est le cas. À droite, les Républicains font aussi campagne pour l'après-présidentielle. Et certains parient sur l'hypothèse d'une majorité introuvable pour Emmanuel Macron s'il était élu. Alors qu'en est-il? Le match des idées opposera François Dorcival, éditorialiste à Valeurs Actuelles, et Yves Deray, rédacteur en chef au Parisien Magazine. Voilà donc pour le programme. Merci de nous suivre, vos réactions et puis vos questions avec le hashtag OVPL. Et avant notre débat, voici le tour d'horizon de l'actualité du jour. Il est signé Flora Sauvage. Plus de 10 000 personnes ont manifesté aujourd'hui en Guyane. Du jamais vu dans ce département d'outre-mer, selon la préfecture. Cette journée morte marque le 2e jour de la grève générale illimitée. Le ministre de l'Intérieur, Matthias Fekl, et la ministre des Outre-mer, Erika Baretz, se rendront demain sur place. Depuis une semaine, l'économie tourne au ralenti dans ce territoire ultramarin. À 4 semaines du premier tour de la présidentielle, l'ancienne ministre de la Justice, Christiane Taubira, appelle au dialogue. Il faut que les élus s'en mêlent. Il y a 4 parlementaires en Guyane, il y a un président d'association des maires, il y a un président de collectivité territoriale. Économie. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jacques Cheminade et François Fillon devant le MEDEF. Un passage obligé pour ces 4 candidats à l'élection présidentielle. Auditionnés sur leurs programmes économiques par l'organisation patronale, c'est François Fillon qui recueille la majorité des suffrages en promettant des baisses de charges massives. Un programme économique de François Fillon, économique et social, qui a une vision vers le plein emploi, une ambition, dont les réformes restent tout à fait pragmatiques, cohérentes. Environnement. Interdire l'usage des pesticides dans les espaces publics. C'est effectif depuis le 1er janvier en France, grâce à une loi initiée il y a 2 ans par le sénateur écologiste Joël Labbé. Une dynamique qu'il voudrait voir généralisée à l'ensemble de l'Europe. Cette petite loi qui reste une petite loi, on en est lucide, eh bien si elle est généralisée sur les pays d'Europe, ce sera une véritable victoire. Justice. Un médecin au tribunal. Payé par Total, le pneumologue Michel Aubier avait menti sous serment en 2015 lors de son audition devant la commission d'enquête sénatoriale sur la pollution de l'air. Tout en niant tout conflit d'intérêts, il avait minimisé les risques des particules fines. Le parquet de Paris a décidé de poursuivre le professeur pour faux témoignage sous serment. Je me réjouis du fait que la justice ait fait son travail et donc je ne vais pas, commenter une décision qui n'est pas intervenue, mais je pense que c'est bien que ce monsieur puisse s'expliquer et donc qu'il puisse soit montrer qu'il n'avait pas compris ce qu'est un conflit d'intérêts, ce qui est une hypothèse, ou bien qu'il avait délibérément omis de signaler des activités non négligeables si on regarde la rémunération qui est en question. Cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris le 14 juin, Michel Aubier risque jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Et dans l'actualité, trahison, coup de couteau, abandon, le Parti socialiste dans tous ses États et Benoît Hamon pris en tenaille entre la dynamique Mélenchon et le rouleau compresseur Macron. Alors que va devenir le Parti socialiste et qui a intérêt à la décomposition du parti ou à la recomposition du paysage? C'est en tous les cas une situation mouvante à gauche. On va en parler avec nos invités ce soir. Aurore Berger, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes membre du comité politique d'En Marche. Face à vous et avec nous, Raquel Garrido, bonsoir. Bonsoir. Membre de la France Insoumise, soutien de Jean-Luc Mélenchon. On accueille Alexis Bachelet, bonsoir. Bonsoir. Député socialiste des Hauts-de-Seine, porte-parole de Benoît Hamon. Et Jérôme Sainte-Marie, bonsoir. Bonsoir. Président de l'Institut de sondage Pollingvox. Alors, mesdames, messieurs, avant d'entrer dans le vif de notre débat, je vous propose de revenir sur la situation du candidat Benoît Hamon entre rencontre avec Angela Merkel et ralliement ou tentation de ralliement en direction d'Emmanuel Macron, sans oublier également à gauche la dynamique Jean-Luc Mélenchon. On voit tout cela avec Mounir Soussi. Benoît Hamon obligé de traverser le Rhin pour recevoir un soutien franc et net de la part d'un parti de gauche de gouvernement. Nous sommes donc
heureux qu'aujourd'hui, par notre rencontre, on peut exprimer notre soutien du SPD pour le candidat PS en France. Une bouffée d'air international bienvenue quand en France ses adversaires tentent de l'asphyxier. À sa gauche d'abord, Jean-Luc Mélenchon occupe de plus en plus d'espace. Il vient même de le dépasser dans un récent sondage BVA. Le candidat du PS pointe à la 5e place, une situation critique. Ce week-end, un collectif de militants de gauche appelait donc les candidats à dépasser les querelles d'ego. C'est simple, s'il y a un accord Hamon-Mélenchon, la gauche gagne en France. S'ils ne se mettent pas d'accord, on perd dès le premier tour. C'est aussi évident que ça. Le rapprochement n'est pas à l'ordre du jour. Benoît Hamon est aussi pris en tenaille à sa droite. Dans les sondages, Emmanuel Macron attire 2 fois plus d'électeurs que lui et les rangs du régiment de cadres du PS qui marche avec l'ancien ministre de l'économie se garnissent. Des défections que Benoît Hamon considère comme des trahisons qui le poussent à régulièrement réaffirmer sa détermination. J'irai jusqu'au bout parce que je serai au second tour de l'élection présidentielle. Vous ne le dites pas, mais dans tous les sondages, je bats Marine Le Pen. Je la bats systématiquement au second tour. Il faut accéder au second tour. Exactement. Manuel Valls n'a pas vraiment franchi le cap du soutien à Emmanuel Macron, mais ses critiques virulentes contre le candidat désigné du PS fragilisent un peu plus Benoît Hamon. Voilà, et avant de parler des différents candidats de gauche, une question, un tour de table. Votre avis quand même sur l'état d'un parti, Alexis Bachelet, on va commencer avec vous, qui a structuré et qui structure encore évidemment notre vie politique, le Parti socialiste. Si vous deviez trouver un qualificatif qui appréhende la situation du PS, que diriez-vous ? Je dirais que la situation du PS aujourd'hui, elle est de plus en plus claire. Il y a ceux qui veulent poursuivre l'aventure dans cette famille politique et qui se sont rassemblés déjà derrière le candidat désigné dans la primaire. Et cette primaire, elle était co-organisée par le Parti socialiste avec d'autres organisations politiques, notamment le PRG et des écologistes. Et puis, il y a ceux qui aujourd'hui font un autre choix, soit d'aller vers la droite, soit effectivement d'aller, on ne sait pas trop où, parce qu'il y a des gens qui se démarquent, mais sans forcément aujourd'hui dire pour qui ils vont voter. Donc d'une certaine manière, ceux qui veulent rester, c'est ceux qui font la campagne et qui n'ont pas d'état d'âme. Ils ont des états de service, c'est-à-dire qu'ils considèrent que quand il y a 2 millions de personnes qui participent à une primaire et qu'elle est remportée nettement par un des 2 candidats, eh bien derrière, il n'est plus question, je dirais, de tergiverser, voire même parfois de s'aborder la campagne. Il est question de faire la campagne, de soutenir le programme de notre candidat. Il en a un. Et puis de donner une image le plus rassemblée possible, même si je conçois bien qu'aujourd'hui, c'est pas forcément l'impression que ça donne, mais c'est pas du fait de Benoît Hamon. Benoît Hamon, il déroule sa campagne. Je vais poursuivre notre tour de table. Juste une question. Vous dites que ce n'est pas du fait de votre candidat. Est-ce que quand même, Alexis Bachelet, vous et d'autres, vous posez quand même la question de la responsabilité aussi de votre candidat dans cette hémorragie aujourd'hui? Est-ce que vous dites qu'il n'y a aucune erreur, aucune ambiguïté de notre part? Je ne sais pas ce que vous appelez des ambiguïtés. C'est-à-dire discuter davantage peut-être avec Yannick Jadot. Vous avez passé beaucoup de temps avec une certaine partie de la gauche que pas avec d'autres qui sont partis vers Emmanuel Macron. Est-ce que vous regrettez ce passage-là qui a été peut-être trop long? Mais Benoît Hamon avait dit pendant la primaire qu'il tendrait la main à tous celles et tous ceux, des écologistes aux communistes en passant par les amis de Jean-Luc Mélenchon, qu'il était prêt à dialoguer avec eux pour essayer de créer les conditions d'un rassemblement. Ce rassemblement, il a été partiel avec une partie seulement de la gauche et des écologistes, avec ceux de Yannick Jadot, avec d'autres qui nous ont rejoints. Et puis, effectivement, ça n'a pas été possible avec Jean-Luc Mélenchon. Et d'autres ont fait un autre choix, c'est d'aller vers Emmanuel Macron. Bon, dont acte. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on parle des programmes, parce que j'ai des doutes justement sur des gens qui se revendiqueraient d'une histoire socialiste, de gauche. On va en parler. Et avec les contenus programmatiques d'Emmanuel Macron. Les programmes et les candidats, quand même, ce tour de table, je le poursuis sur votre regard aussi. C'est le parti aussi, j'allais dire, que vous combattez, en tout cas auquel vous vous opposez aujourd'hui, que le Parti socialiste. Dans quel état est-il, selon vous, Aurore Berger? Vous aviez demandé un mot, moi je dirais dépassé. Et je pense que ce n'est pas uniquement le Parti socialiste, je pense que c'est aussi le cas des Républicains, c'est-à-dire que les primaires ont montré leurs limites. D'ailleurs, on le voit bien aujourd'hui sur les 3 candidats qui sont, même les 4 candidats aujourd'hui qui sont en tête des intentions de vote. Clairement, ça montre bien les fragilités des partis qui sont en incapacité de rassembler, qui démontrent qu'il y a des lignes qui les traversent, qui sont plus juste des clivages, qui sont devenus des fractures. Et moi, je suis désolée, mais ce que vous disiez tout à l'heure sur les états de service, c'est un peu un esprit de caserne qui, pour moi, est dépassé. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a un candidat
qui a gagné des primaires, que forcément on est contraint de le suivre si on considère que les valeurs et le programme qu'il défend sont en contradiction avec ce que d'autres ont défendu pendant la primaire. Et à un moment, je pense que c'est plutôt sain d'ailleurs dans une démocratie que les gens ne jugent pas par rapport à un esprit de clan, de camp, de parti, mais à un moment jugent en responsabilité par rapport au programme qui est proposé. Et je pense que l'élection que l'on a aujourd'hui signe peut-être la mort, ou en tout cas une transformation durable des partis politiques tels qu'on les a connus. Vous répondrez tout à l'heure sur ce point-là, mais quand même, la liquidation du Parti socialiste, si on peut dire la liquidation, elle évolue, Raquel Garrido, espérée par certains. Est-ce qu'il y a une forme d'alliance objective entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon pour l'effacement du PS ? Bon, Emmanuel Macron, il ne faut quand même pas exagérer, parce qu'il a beaucoup dit « je suis et de droite et de gauche », et quand on regarde aujourd'hui les ralliements, on s'aperçoit qu'il est et PS et les Républicains. Donc c'est quand même une autre problématique, celle de l'affichage versus la réalité. Mais pour revenir à la situation du Parti socialiste, moi je pense que le PS, il est dans la même situation que les Républicains. C'est-à-dire c'était les deux partis piliers de la Ve République. Et la Ve République chutant, ces partis-là ont du mal à résister. Et moi, je donne acte à Benoît Hamon d'avoir essayé, in extremis, de sauver quelque chose d'une certaine histoire de la gauche. Bon. Mais en fait, c'est trop tard. C'est-à-dire qu'on vit une situation absolument inédite depuis que le PS existe. C'est que le PS, en fait, a deux candidats. Ils en ont un pour les notables, pour les élus, pour du parti c'est Emmanuel Macron. Et puis ils en ont un pour la vitrine. Qui est Benoît Hamon et qui est laissé tout seul à gérer cette campagne avec sa propre... Au-dessus du lot, vous voyez votre candidat. Donnez-nous acte du fait que nous avons, depuis le début, mis la question de l'édification de cette 6e République comme étant le point numéro 1, c'est-à-dire pas quelque chose qui ressortait de l'identité de parti ou du patriotisme de parti ou même pas du patriotisme de l'idée de gauche. Moi je le vois aujourd'hui et ça paye. Depuis la grande mobilisation, le 130 000 personnes à Passy sont des gens qui réclament quoi ? Plus d'éthique en politique, plus de contrôle citoyen. Et on le sent, après le débat le lundi 20 mars, vous en parliez, on parle beaucoup, beaucoup plus largement que les gens qui se disent simplement de gauche, qui existent, qui sont là, c'est important. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui commencent par la b.a.-ba, qui est de revendiquer une démocratie. Et ça nous parle que l'on soit de gauche, que l'on soit de droite, que l'on soit surtout sans opinion. Aujourd'hui, on reviendra dessus, mais 40% des Français sont prêts à voter blanc. Et l'étude IFOP montre que Jean-Luc Mélenchon est celui qui attire le plus cet électorat-là, justement, des gens qui pourraient voter blanc. Jérôme Sainte-Marie, j'ai fait ce tour de table justement pour que les téléspectateurs, et puis vous-même, puisque vous allez l'analyser, vous voyez un petit peu toutes ces nuances, on va dire de gauche quand même, malgré tout, de gauche, si. En tous les cas, peut-être un arc-en-ciel du côté d'Emmanuel Macron, un rouge vif assumé et un rose socialiste. Non, mais justement, je viens de vous dire que ça n'en était pas rouge vif. Je ne me sens pas rouge vif. Raquel Garrido, je vais essayer de parler. Voilà. Donc, non, simplement, je pense que la crise du Parti socialiste, en fait, a commencé, non pas avec l'élection présidentielle, mais avec les élections municipales. Ce qui pouvait arriver de pire à ce grand parti d'élus, c'est bien sûr de perdre des dizaines de municipalités. Et s'il les a perdues, c'est pourquoi ? C'est tout simplement parce que les électeurs sont partis. Les frondeurs n'existaient pas, pour ainsi dire. En tout cas, Benoît Hamon, je crois, était encore au gouvernement à l'époque des municipales. Et là, on perd, le Parti socialiste perd de nombreuses villes, telles que Limoges, par exemple, la ville la plus emblématique du socialisme français, qui est perdue par les électeurs. Et ce qui est assez amusant, rétrospectivement, c'est que les électeurs s'en vont justement parce qu'ils n'approuvent pas, notamment la politique économique et sociale telle qu'elle est mise en musique à l'Élysée, notamment avec Emmanuel Macron. C'est ça qui est assez curieux. Et après, donc il ne faut pas parler d'abord de la superstructure politique, mais d'abord regarder ce qui s'est joué à la base de la gauche. Et alors maintenant, évidemment, la situation est compliquée, bien sûr, mais elle est en même temps incertaine, étant en contact avec de nombreux élus locaux, y compris socialistes. Combien se disent c'est compliqué parce que j'irai bien là où le vent souffle, c'est-à-dire du côté d'Emmanuel Macron, mais si Emmanuel Macron ne gagne pas l'élection présidentielle, et je rappelle qu'il n'a pas encore gagné l'élection présidentielle, il n'est pas encore qualifié pour le second tour, etc. À qui vous le rappelez là ? Non, mais il le dit lui-même, donc je lui rends plutôt service en le rappelant d'ailleurs. Mais toujours il l'a bien en tête, hein, sûr. Voilà, mais donc beaucoup d'élus socialistes se disent bon, c'est vrai que là c'est formidable, il y a un effet d'aubaine, mais et si jamais Emmanuel Macron
n'est pas élu président de la République. Comme c'est un mouvement qui est quand même construit sur la tête, c'est pas une caserne peut-être, mais en tout cas c'est construit sur la tête. C'est un fan club. C'est construit sur la tête. Si jamais Emmanuel Macron n'est pas élu président de la République, je doute fort de la survie du mouvement En Marche. Et donc à ce moment-là, que vaudra, si vous voulez, l'investissure En Marche ? C'est un choix de conviction de gens qui considèrent que leur place n'est pas au sein de la campagne de François Fillon ou n'est pas au sein de la campagne de Benoît Hamon et qui font ce choix. Et le choix, d'ailleurs il l'a redit aujourd'hui lors d'une conférence de presse, c'est pas parce qu'il y a un soutien que vous êtes automatiquement investi, par exemple, pour des élections législatives. Un soutien, ça vaut une voix. Voilà. Et après, ça ne vaut pas forcément un ralliement ne vaut pas forcément. Mais il a dit aussi, Aurore Berger, que évidemment ceux qui vont venir et qui seront investis aux législatives le seront avec l'étiquette En Marche. C'est-à-dire uniquement l'étiquette En Marche. Renier votre passé. De fait, si vous voulez, de toute façon, la double étiquette ne fonctionne pas, puisque quand vous venez des Républicains ou quand vous venez du Parti Socialiste, ces deux partis vous excluent d'office de leur rang si vous rejoignez En Marche. Ah si, le Parti Socialiste a clairement dit pour que les parlementaires... Ils ont dit qu'ils excluraient ceux qui ont parrainé, ils ne l'ont pas osé. Après, Mais en tout cas, il y a la menace qui est brandie systématiquement. Jean-Baptiste Lemoyne, qui est sénateur des Républicains, a eu la même. Est-ce que vous espérez qu'il y ait cette sanction, puisque vous parlez, et le candidat socialiste parle de coup de couteau, parle de trahison? Est-ce que pour prolonger cela, il est normal que ces élus, que ces individus soient sanctionnés aujourd'hui? En tout cas, s'ils quittent le Parti Socialiste pour adhérer à un nouveau parti politique qui s'appelle En Marche, bien que pendant des mois, Emmanuel Macron nous ait expliqué que, oh non, les partis politiques, c'était très mal, il est hors de question que j'en crée un, surtout pas à ma gloire, et surtout pas qu'il me soit intégralement dévoué, et je choisis moi-même les gens que j'investirai, comme ça je suis sûr que c'est pas une caserne, c'est carrément une secte avec un gourou. Pourquoi c'est une secte? Parce qu'il va choisir personnellement les candidats, il va les choisir à la dernière minute, pour être sûr d'avoir des gens à sa main, et donc il est dans cette logique de créer un nouveau parti politique qui est directement l'émanation de sa personne. D'ailleurs, EM, En Marche, c'est Emmanuel Macron. Donc comme ça, c'est parfait. Comme ça, tout est en conformité. Moi, c'est pas ma culture politique. Ma culture politique, c'est que je suis dans un parti démocratique. Il y a des militants qui votent des orientations politiques et qui désignent des candidats aux législatives. Et on a innové effectivement en 2011. Là, vous êtes en train de se rendre qu'il n'y a pas une culture démocratique du côté d'En Marche? Mais pour l'instant, elle est inexistante, la culture démocratique d'En Marche. Excusez-moi, quand c'est le leader qui désigne quasiment personnellement, qui choisit ses candidats, il n'y a aucun vote, les militants ne sont pas consultés. On me dit qu'il y a 14 000 candidatures. Je ne sais pas quand est-ce qu'Emmanuel Macron va avoir le temps d'éplucher les 14 000 CV. Mais en tout cas, je trouve que ce n'est pas très novateur. Madame Berger, je ne vous ai pas interrompu. Je sais que ça vous dérange qu'on parle de l'absence de culture démocratique du parti auquel vous venez d'adhérer. Mais il faut aussi dire la réalité aux électeurs qui se posent des questions, qui s'interrogent sur quel est le choix politique qu'ils doivent faire. Aurore Berger, répondez. C'est vrai, moi je dirais qu'il y a une interrogation. On n'a pas la réponse sur les sanctions. Oui, c'est vrai. On a éludé cette. Chacun va répondre. Oui, mais pourquoi ils ne sont pas appliqués? Il le sait bien. Il y a des statuts dans tous les partis politiques. Est-ce que Jean-Yves Le Drian doit être exclu du parti? Attendez pas tout ça en même temps. S'il adhère à En Marche, il ne sera plus membre du Parti socialiste. Raquel Garrido, je reprends, c'est moi qui pose des questions, permettez-moi. Aurore Berger, justement sur ce que vous dites, Alexis Bachet quand même, alors, il dit qu'il y a une culture démocratique au Parti socialiste. Comment vous, je rappelle qu'Emmanuel Macron n'est pas encore élu, que c'est une hypothèse, comment ces candidats aux législatives, comment vous allez les choisir, tout simplement? Comment va venir cette onction? C'est très clair. Il y a une commission d'investiture qui a été mise en place. Pour la première fois, on a une commission d'investiture où il y a plus de femmes que d'hommes, où on n'a pas le droit d'être parlementaire et d'être dans la commission d'investiture, de manière à ne pas être juge et parti. Ça m'étonnerait que ce soit le cas au sein du Parti Socialiste, par exemple. Ils sont élus, les militants, ils vont voter chez vous? Est-ce que je peux terminer? Ils vont voter éventuellement, mais il y a une démarche qui est une démarche politique. Combien vous avez d'adhérents aujourd'hui au Parti Socialiste? Plusieurs milliers. Combien? Plusieurs milliers. Combien? À jour de cotisation, c'est 50 000. Voilà, vous avez donc 50 000 adhérents pour un parti qui est au pouvoir depuis presque 5 ans et qui devrait être la première force politique aujourd'hui dans notre pays. On a à peu près 50 000 adhérents à jour de cotisation. On a en un an, avec la démarche d'Emmanuel Macron, 230 000 adhérents. Vous êtes chez Jean-Luc Mélenchon depuis un an, 320 000. Mais vous avez le droit de critiquer. Vous êtes dans la même critique que celle de François Fillon qui dit qu'on a des candidats Internet. Moi, je ne l'ai pas soutenu, François Fillon. Contrairement à vous, je ne l'ai pas soutenu. J'ai jamais soutenu François Fillon. C'est absolument pas. C'est même pas la raison pour laquelle. Comme disait Jean-Luc Mélenchon, en tous les cas, attendez, elle va terminer comme ça, on comprend la démarche politique jusqu'au bout. Il y a de la droite. S'il vous plaît. Mais moi, s'il vous plaît. Je dis juste qu'à un moment, le mépris que vous affichez vis-à-vis de démarches politiques qui sont différentes.
C'est de l'explication aux gens qui nous regardent comment ça fonctionne. C'est pas du mépris. Dites la vérité. Alors, j'essaye de finir si je peux. Oui. Je dis juste que moi, je considère que la manière dont vous parlez est un mépris vis-à-vis de démarches politiques qui sont différentes de la vôtre. Vous considérez que la seule manière juste, c'est de forcément avoir convoqué des primaires. Peu importe que les lignes politiques aient été extraordinairement différentes entre Manuel Valls et Benoît Hamon. On a un esprit de caserne et à la fin, il faut que tout le monde se rassemble. Pourquoi ? Pour garder le pouvoir, De la même manière qu'au sein des Républicains, il faut que tout le monde se rassemble. Il faut que tout le monde se rassemble. Pourquoi ? Pour virer les sortants. Il y a deux méthodes et deux visions qui, à mon avis, différentes. sont totalement Il s'est quand même passé quelque chose d'important cette semaine, même si on le précise encore avec prudence, qu'il faut faire attention aux enquêtes et aux sondages. Je vais faire réagir Raquel Garrido, mais d'abord vous, Jérôme Sainte-Marie, c'est le croisement des courbes entre quand même le candidat de la Belle Alliance populaire et celui de la France insoumise. Ce n'est quasiment jamais arrivé dans notre histoire politique, ou jamais arrivé à ma connaissance. C'est arrivé il n'y a pas longtemps déjà, mais dans l'autre sens. Oui, mais je vous parle dans ce sens-là. Donc, je ne sais pas exactement. Ce qui est rarement arrivé quand même, c'est... ce qui est arrivé une fois, c'est qu'un... Mais que le candidat de la gauche dépasse le candidat du Parti Mélenchon n'est pas le candidat de la gauche de la France insoumise. Duclos, 1969. C'est pas arrivé depuis 1969, effectivement. Mais enfin, là, les conditions étaient très, très différentes. Ce qui est surtout frappant, c'est que Benoît Hamon se trouve de fait, quelle que soit la qualité de sa campagne, qui n'est pas aussi mauvaise que ce que beaucoup disent, pour la foi justement des sondages. Mais c'est que je pense que Benoît Hamon est sur une ligne de fracture idéologique qui traverse la société, la gauche et désormais le Parti socialiste. Et que donc la synthèse qui était tentée autrefois, notamment sur l'Europe, cette synthèse ne tient plus. Le Parti socialiste a toujours vécu au fond dans l'ambiguïté et pour essayer de faire tenir des groupes sociaux qui avaient des intérêts et des cultures assez différentes. Là aujourd'hui, ça ne marche plus parce que au lieu qu'on puisse faire la synthèse en interne, aujourd'hui il y a quelqu'un qui vient du Parti socialiste, Jean-Luc Mélenchon, qui est à l'extérieur, et quelqu'un qui vient du pouvoir socialiste, Emmanuel Macron, qui est également à l'extérieur. Donc c'est vrai que ça tire dans les deux sens, et on voit bien qu'il y a une vraie cohérence idéologique du côté d'Emmanuel Macron, une vraie cohérence, c'est le libéralisme dans toutes ses formes, culturelles et économiques, et l'européisme, c'est même plus que le sentiment européen, c'est l'européisme, d'ailleurs c'est très bien, c'est assumé, il y a des drapeaux, etc. Absolument. Et inversement, il y a la France qui a voté non au référendum, qui est davantage du côté de Jean-Luc Mélenchon. Entre les deux, la synthèse que tente Benoît Hamon est d'une difficulté extraordinaire. Et donc, bien qu'il ait effectivement une légitimité très forte, l'esprit de caserne, moi je vous laisse cette expression-là, parce que c'est quand même le fait de respecter une discipline collective, eh bien, malgré ces éléments formels, il n'a plus que cela en réalité. Parce que c'est vrai qu'au niveau idéologique, c'était une construction extraordinairement fragile. On va continuer à parler justement du candidat Benoît Hamon, mais on va s'arrêter sur le candidat Jean-Luc Mélenchon. C'est vrai que c'est le moment, Mélenchon, il y a beaucoup de moments dans cette campagne, à la sortie d'un débat réussi, avec une réunion, vous l'avez rappelé, avec des milliers de partisans et de soutiens, et puis ce croisement des courbes, même s'il faut être prudent. Et maintenant, Raquel Garrido, dans cette dernière ligne droite, Jean-Luc Mélenchon a souvent évoqué les indécis. Il compte beaucoup sur eux. Comment allez-vous les convaincre ? Le programme est déjà sur la table. Le candidat a quand même fait déjà cette démonstration de force. Que reste-t-il ? D'abord, effectivement, il y a une accélération, je crois, de la dynamique depuis ce débat du 20 mars, parce que 11 millions de personnes ont regardé ce débat. Dans la carrière de Jean-Luc Mélenchon, jamais il n'a parlé à 11 millions de téléspectateurs d'un coup. C'était la première fois. Il me semble qu'il y a eu un effet révélation, c'est-à-dire que des personnes qui n'avaient entendu parler de lui que par sa caricature, finalement, on trouvait là Jean-Luc Mélenchon tel qu'il était et qui n'était pas tel qu'on l'avait décrit. Donc un homme, c'est vrai, du coup plus âgé que les autres, du coup peut-être un peu plus sage. Est-ce qu'il n'a pas changé lui-même ? Pardon, quand vous dites sage, non, on l'a connu différent, vous-même aussi. Non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il y a un certain type de format, un certain type de forme d'interview qui fabrique un certain nombre de choses et qu'on ne retrouve pas quand les candidats font de la politique et parlent entre eux. Voilà, c'est différent, avec un temps aussi qui est plus long pour développer. Alors effectivement, c'est son humour un peu cyranesque. Bon voilà, il a plu et longtemps on nous a dit que notre programme était merveilleux, que franchement la 6e République c'était génial, que la protection de l'écosystème, l'environnement c'était génial, mais que le problème c'était Jean-Luc Mélenchon. On s'aperçoit aujourd'hui que pour des millions de personnes, Jean-Luc Mélenchon c'est au contraire ce qui plaît. Voilà. Parce que les gens, il suscite de l'affect, les gens sont attachés à lui. Maintenant, il n'y a pas que 11 millions de personnes qui ont le droit de vote, il y en a 44 millions. Et puis 11 millions de téléspectateurs, ce n'est pas 11 millions d'adhésions, hein, c'est...
quand même. Il y avait quand même 5 Merci de le rappeler. Excusez-moi de vous faire redescendre un peu sur Nous terre. avions un doute quant à ce sujet, donc merci de le rappeler. Et il n'en demeure pas moins que sur ces 11 millions, il y en a quand même beaucoup qui ont été, je crois, convaincus par Jean-Luc Mélenchon, parce que tous les indicateurs montraient pendant l'émission qu'il était de loin le plus convaincant. Par exemple, LCI, qui avait un calcul en temps réel, montrait des chiffres comme 66% des personnes qui étaient convaincues. Et tous les autres indicateurs, par exemple, le nombre de personnes qui ont adhéré en ligne à JLM2017.fr, le nombre de la page YouTube, ou Twitter, tous les indicateurs qui montrent qu'il y a une vraie dynamique, explosion massive. Bon, maintenant, on va partir pour répondre à votre question sur l'abstention. Oui. Ah non, alors attendez. Alors entre-temps, je voudrais quand même poser une question. Je signale juste qu'il y a un camion qui est parti déjà cette semaine et qui va visiter toutes les villes de France, de très nombreuses villes de France, et notamment les quartiers populaires, car effectivement, notre cible continue d'être ces personnes qui sont dégoûtées de la politique, en mettant en avant des mécanismes solides de contrôle citoyen, comme le droit de révoquer les élus entre les élections. Je l'ai expliqué 1000 fois sur ce plateau, mais ça de quoi il parle aux gens et on continue sur ce fil. Raquel Garrido, Alexis Bachelet, c'est vrai que pour Jean-Luc Mélenchon, quoi qu'on pense de son programme, quoi qu'on pense de sa personnalité, il a aujourd'hui une offre politique à gauche qui est vraiment identifiée, peut-être plus que jamais dans cette campagne présidentielle. Comment justement allez-vous affronter, confronter votre programme à ce candidat aujourd'hui bien identifié, bien ancré, bien ciblé ? Je crois que Benoît Hamon doit continuer à développer son programme, qui n'est pas exactement celui de Jean-Luc Mélenchon. Je crois que Benoît Hamon, il est peut-être moins lyrique, mais il y a un côté plus sérieux et à mon avis aussi plus concret. Benoît Hamon, il parle beaucoup des mutations de la société française. Il y a évidemment la question de l'écologie qui était centrale et qui, dans la primaire, était un élément extrêmement identifiant. D'ailleurs, ça le rapproche pour le coup de Jean-Luc Mélenchon. Mais il va aussi sur des sujets de société. Il parle beaucoup des questions de nos aînés, du vieillissement. Il a visité plusieurs établissements. Il a des propositions justement pour mieux prendre en charge les personnes dans ces EHPAD. On sait que d'ici quelques années, il y aura plus d'1,5 million de centenaires dans notre pays et une population qui globalement est vieillissante. Et aujourd'hui, probablement que les hommes politiques ne pensent pas suffisamment à cette mutation, une mutation démographique. Il y a aussi des personnes qui souffrent de handicap. La question de l'accessibilité dans laquelle notre pays a pris un retard considérable. Et Benoît Hamon essaye de porter cette question-là aussi. Et il essaye de porter vraiment les questions du travail, de la souffrance au travail. C'est important parce qu'Alexis Bachelet, vous m'avez tout cité. Ce sont des thèmes vraiment importants qui touchent nos citoyens, sauf le revenu universel. Eh ben, j'allais en parler justement. J'allais parler du travail. Il n'est plus donc la mesure phare. J'allais en parler. Non, mais vous me l'enlevez de... Vous me l'enlevez. Voilà, j'allais parler, non, mais pas simplement du revenu universel. Le revenu universel, c'est une réponse à quoi ? C'est une réponse d'abord à des gens qui souffrent de travailler, parfois dans des conditions difficiles, et de ne pas vivre de leur travail. C'est le cas des agriculteurs, c'est le cas des femmes en temps partiel, c'est le cas des travailleurs précaires, des gens qui font de l'intérim, qui ont des petits boulots, qui travaillent dur, qui se lèvent le matin, mais qui, à la fin du mois, pour des raisons, par exemple, de missions courtes, se retrouvent en difficulté. Donc le revenu universel, c'est pour 19 millions de personnes, plus les 18-25 ans, qui eux ne touchent rien, c'est le moyen de donner un revenu de complément à 19 millions de personnes les plus modestes, c'est-à-dire ceux qui gagnent moins de 1,9 SMIC. Je voulais vous faire réagir, vous avez beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Vous voyez, j'allais vous parler de... Et c'est Lucie Adapote qui vous dit, Alexis Bachelet, chez Hamon, ce n'est pas son programme ou sa personne qui pêche, selon elle, et bien au contraire, c'est son parti, votre parti. Est-ce que c'est votre plus gros, est-ce que c'est votre talon d'Achille, votre parti aujourd'hui ? Si les gens restent là, ça veut dire que, 1, ils n'ont pas vraiment écouté ce qu'a dit Benoît Hamon, d'abord pendant la primaire. 2, ils n'ont pas regardé la manière dont il a enrichi son programme depuis le lendemain de la primaire en agrégeant des personnalités comme Thomas Piketty, des économistes, en reprenant aussi des propositions d'Arnaud Montebourg, de Vincent Payon, vraiment en essayant d'enrichir son programme et de le renforcer pour lui donner l'allure d'un programme présidentiel, puisque la primaire, c'était... une partie du programme présidentiel, mais pas tout le programme présidentiel. Et donc, moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on en reste à cette étiquette, qu'on dise, voilà, Benoît Hamon, c'est le Parti Socialiste, donc moi, je ne veux plus entendre ce que dit le Parti Socialiste, donc je ne veux pas entendre ce que dit Benoît Hamon. Moi, je dis à ces gens-là, écoutez ce que propose Benoît Hamon. L'étiquette devient le sparadrap du capitaine Haddock. Non, mais prenez-le au sérieux. Prenez-le au sérieux quand il dit que si il gagne l'élection présidentielle, lui, il assume son identité de gauche, il gouvernera à gauche et il comprend, il le dit, qu'il y a des déceptions par rapport aux 4,5 dernières années. Berger, à présent, c'est une grande
pas décomposition, mais recomposition du paysage politique et notamment peut-être du Parti socialiste. Et beaucoup se voient en maître d'œuvre de cette recomposition, notamment, on pense tout de suite à Emmanuel Macron et à ses éventuels ralliements. On va écouter, parce que ce soir il y a eu une réunion des soutiens de Manuel Valls, on va écouter le député socialiste de la Vendée, Hugues Fourage, qui évoque, sans dire quel sera le choix de Manuel Valls, on l'attend, la fumée blanche demain, qui évoque des convergences d'idées avec Emmanuel Macron. On l'écoute. Vous savez très bien qu'il y a une convergence d'idées entre ceux qui étaient des social-réformistes, des réformateurs dont je faisais partie, et ce que propose Emmanuel Macron. Donc bien évidemment, faudrait se renier, faudrait pas être cohérent sur une ligne politique. Bien évidemment que non. Et moi, ce que je souhaite, à titre personnel, et je vous le dis vraiment à titre personnel, c'est d'avoir une cohérence politique. Alors expliquez-nous quel est votre slogan en ce moment. Venez à moi, mais pas trop. Venez à moi, mais pas de gauche, s'il vous plaît. La barque penche trop à gauche en ce moment? Je pense que c'est pas là-dessus que se fera l'élection. Honnêtement, si on pense que l'élection se jouera sur les ralliements des uns ou des autres, je pense qu'on se trompe. Après, je préfère être dans une configuration où on a trop de ralliements à gérer plutôt que trop de défections à gérer ou trop de gens qui n'ont pas envie de faire campagne et qui restent en fond de cale en essayant de faire oublier le candidat qui est le leur à l'élection présidentielle et qui font plutôt leur campagne pour les élections législatives, comme c'est le cas et au sein du Parti socialiste et au sein des Républicains. S'il y a des gens qui ont des convergences de vues et d'idées, ils sont les bienvenus. Après, le programme, il est connu, il a été présenté, il a été co-construit avec les Français, il ne changera pas. D'ailleurs, ce qui était assez intéressant dans ce que disait Alexis Bachet, c'est qu'il a cité les idées de Vincent Peillon, les idées d'Arnaud Montebourg, et c'était tout le monde sauf Manuel Valls, qui était quand même celui qui était arrivé, il me semble, au second tour de la primaire. Donc vraisemblablement, il n'y avait pas de convergence de vues possible avec Manuel Valls et Benoît Hamon. Ces ralliements, Jérôme Sainte-Marie, bien sûr, et Aurore Berger a raison de les présenter. C'est toujours une dynamique, un ralliement. Ça peut être aussi un boomerang quand il revient, j'allais dire, à la figure, à la face du candidat. Est-ce que ça peut être le cas pour Emmanuel Macron? Est-ce qu'il va y avoir un moment de bascule où certains peuvent lui être davantage néfastes que bénéfiques? Oui, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. C'est très difficile à estimer, sincèrement. Donc je ne parlerai pas sur la foi d'études, parce qu'il n'y en a aucune ne montre particulièrement cela. Mais il est possible, effectivement, que beaucoup d'électeurs, y compris des fillonistes déçus, voyant tous ces ralliements, eh bien, ils soient un peu formalistes, en disant c'est quand même des gens qui étaient ministres, qui étaient au gouvernement. Ça rappelle sans cesse quand même que Emmanuel Macron était présent pendant l'ensemble du quinquennat, pour ainsi dire, du côté au pouvoir, et notamment au pouvoir économique et social. C'est quand même ça, la réalité des choses. Et donc, ces éléments formels, ça peut jouer. Ce serait en quelque sorte la revanche presque posthume du clivage gauche-droite. Ça serait que des sympathisants de droite se disent quand même c'est trop à gauche. Mais c'est sans doute ça jouera pas tant que ça, parce que je crois qu'on a justement... Autrefois, ça aurait beaucoup joué. On disait ça, gauche-droite, alors s'il y a des gens de gauche qui arrivent, la droite a peur, etc. C'est vrai qu'on est passé depuis quelques années dans une autre période où effectivement il y a une opposition souverainisme-libéralisme qui déstructure l'ensemble du clivage gauche-droite. Et moi, ce qui me frappe beaucoup en regardant la sociologie, notamment des soutiens à Emmanuel Macron, c'est voir à quel point il représente, d'une part, il représente l'esprit d'une nouvelle classe sociale. Une nouvelle classe sociale, et on sait que parmi les gens qui sont issus parmi les cadres, parmi les étudiants, et parmi tous ceux qui ont l'impression qu'ils sont bien dotés de manière économique. Ce serait un vote de classe, alors? C'est bien sûr un vote de classe. C'est bien sûr un vote de classe, sauf que c'est la classe qui se sent à l'aise dans la mondialisation. C'est pas forcément qu'elle ait des revenus ou un patrimoine si considérable, mais c'est qu'en tout cas, elle considère que la mondialisation telle qu'elle se fait, sous une forme libérale, et d'ailleurs c'est pour ça que Emmanuel Macron est favorable au TAFTA, je crois, et au CETA, c'est que c'est une forme de tout libéralisme. Est-ce que c'est pas le clivage que veut également instaurer Marine Le Pen? Et c'est effectivement, la candidature d'Emmanuel Macron fait système avec Marine Le Pen, qui elle est sur le refus du libéralisme culturel et pour partie du libéralisme économique. C'est pour ça d'ailleurs, vous vous souvenez la métaphore qu'avait utilisée Jean-Luc Mélenchon en disant celle du casse-noisette, en disant finalement le Parti socialiste est pris, Benoît Hamon, entre lui-même et Emmanuel Macron. Il faut qu'il fasse quand même très attention, parce qu'il est possible aussi que l'ensemble du système, l'ensemble du système au sens neutre, l'ensemble du paysage politique soit pris d'un gigantesque casse-noisette qui soit Emmanuel Macron d'un côté et Marine Le Pen de l'autre. Et vraiment, tout est possible dans cette campagne déroutante. Je voulais quand même vous faire réagir aussi, Raquel Garrido, aux propos de Jean-Luc Mélenchon et aux doutes également d'Emmanuel Macron quant au troisième débat de la présidentielle. 11 candidats. Je rappelle que le prochain débat aura lieu bientôt, ce sera le 4 avril.
Le dernier doit avoir lieu le 20 avril prochain sur France 2. Qu'est-ce qui se passe? La date ne convient plus, ne convient pas aujourd'hui? Non, en fait, le 20 avril, c'est trop tard parce qu'on est trop proche du scrutin et on ne peut pas rattraper le lendemain s'il y a eu des coups fourrés, s'il y a eu des problèmes le 20 avril. Donc, la proposition que nous avons faite, elle est simple, c'est qu'il y ait un débat, mais avant le 17 avril. Voilà, donc maintenant, on attend de voir comment va répondre France Télévisions. La réponse, elle est arrivée, elle ne va pas dans votre sens, en tous les cas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Jean-Luc Mélenchon, lui, ne craint pas le débat, vu que de toute façon, de la vie générale, il est le meilleur dans le débat. Donc, il n'a absolument rien à craindre de ce débat. Simplement, c'est une question d'expérience. En 2012, nous avons vécu, nous, les boules puantes de la dernière semaine, les petites photos qui tuent, auxquelles on ne peut pas répondre le vendredi parce que le samedi, on n'a même pas le droit de publier des choses sur la campagne. Le débat permet d'y répondre, justement. Non, justement, le débat lui-même ne permet pas, avec un format surtout à 11, ne permet pas de répondre. Donc justement, c'est pour ça qu'on veut préserver le fait qu'il y ait une vraie campagne de fond qui se déroule jusqu'au bout dans les conditions les plus loyales. Évidemment, vous n'êtes pas contre la participation des autres candidats, puisque au second débat bientôt, vous y serez. Ça, c'est une évidence. Là, ce n'est pas ce qui pose problème. C'est ni le fait d'être à 11, ni même le fait d'être en débat, bien entendu. Oui, Alexis Bachelet, pour vous, ça ne pose pas problème pour votre candidat. Non, mais je suis un peu étonné parce que d'habitude, Jean-Luc Mélenchon est plutôt courageux. Et je trouve que c'est un peu une attitude de trouillard. Avec ça. Parce que on dirait que comme il a réussi son premier débat, il a peur d'en rater un autre et d'effacer la bonne impression qu'il avait laissée. Moi, là, vous avez été un peu méprisant avec Aurore Berger. Maintenant, vous commencez le coup avec moi. Donc, baissez d'un ton. Il n'y a pas de problème de courage et de peur. C'est vous qui vous énervez. Oui. Parce que j'ai dit peut-être quelque chose qui touche juste. Peut-être que Jean-Luc Mélenchon a peur de quelque chose. Je vous donne juste très amicalement un conseil. Baissez d'un ton. Voilà. Je suis très calme. Parce que non, vous n'êtes pas calme. Parce que quand vous dites de Jean-Luc Mélenchon qu'il n'est pas courageux, qui est peut-être gênante, mais alors vous voilà. Ça m'arrive de temps en temps de dire des choses, des vérités qui dérangent. Alors pourquoi pour Emmanuel Macron ça semble poser aussi problème comme ça? Puisque pour le candidat d'En Marche, apparemment, il a les. On voit déjà. Pas d'arrogance. Attendez, s'il vous plaît, est-ce qu'il partage les mêmes inquiétudes que Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron? C'est vrai qu'on s'était posé aussi la question de cette date qui arrive quand même, c'est le jeudi, c'est-à-dire c'est le dernier moment important de campagne, puisque vous ne pouvez pas faire un grand meeting le vendredi pour les raisons qui ont été évoquées. Et c'est vrai qu'à partir du moment où Jean-Luc Mélenchon dit que lui-même risque de ne pas participer au débat, évidemment la question se pose aussi d'y participer ou non. C'est-à-dire qu'à partir du moment où des candidats disent qu'ils ne vont pas y prendre part, Marine Le Pen avait aussi d'ailleurs dit qu'elle hésitait à se rendre à d'autres débats. Donc à un moment, je pense que voilà, soit tous les candidats y participent, soit à un moment on peut donc se poser clairement, la vous question. n'imaginez pas l'absence de votre candidat si les autres sont là, chacun de vous, je suppose. Ah non, mais nous, c'est réglé. Jean-Luc Mélenchon n'ira pas le 20 avril à France Télévisions. Ça, c'est acté. Alexis Bachelet, il n'y a pas de doute de votre côté? Non, on a participé à tous les débats auxquels on a été invité. Et je ne comprends pas cette polémique. Voilà, je le dis très calmement. Ça fait. Et vous serez d'accord pour quelque chose le 17 avril alors? Cette histoire de boule puante. Le 17 avril, vous seriez d'accord? Benoît Hamon serait d'accord? Oui, mais si c'était le 17 avril, on viendrait aussi. Soit collaborer, soyez raisonnable et acceptez le 17 avril. À chacun son travail. Si on a accepté de participer à 3 débats... Vous avez peur du 17 avril? Mais non, pas du tout. On a peur de rien. Il y a un manque de courage sur le 17 avril. Bon, alors dites oui. Pour conclure sur quelque chose... Mais vous créez une polémique qui n'a pas lieu d'être, selon moi. Vos différents candidats, en un mot, Jérôme Sainte-Marie, tous égaux quand même devant le chronomètre, donc au deuxième ou troisième débat, et le temps de parole, donc pareil pour les 11 candidats, c'est un format qui nous interpelle. C'est-à-dire qu'on va avoir Jacques Cheminade avec Nicolas Dupont-Aignan, Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, Benoît Hamon avec les mêmes temps de parole. Ça va être assez inédit, ça va être un moment politique. Mais pour les favoris, il peut y avoir non pas un danger, mais en tout cas un risque dans cette configuration-là? Oui, théoriquement, mais en fait pas tout à fait, dans la mesure où ça signifie simplement que la campagne va se dérouler désormais largement sur Internet. Donc ceux qui ont investi effectivement cet univers-là sont plutôt avantagés. Ça nous rappelle quand même qu'on aura vécu cette année une campagne incroyablement courte et que du fait, l'agenda judiciaire et médiatique a fait en sorte que les citoyens français ont été, pour ainsi dire, privés
de la campagne présidentielle de 2017. Et malheureusement. La question d'éthique en politique, c'est quand même une question programmatique. Et moi, je pense que pendant qu'on parlait d'éthique en politique sur l'affaire Fillon, on a progressé en France. Le fait qu'on mette sur la table le droit de révoquer les élus, par exemple, le fait que dans la Constituante, je rappelle que dans la Constituante que nous proposons, aucun élu actuel de la Ve République n'est éligible. Pour ce débat, merci à vous. Merci. La suite de votre émission, et ça va vous intéresser parce que déjà, ce sont les élections législatives qui sont en ligne de mire. Alors tous les candidats y pensent, mais c'est le cas en particulier à droite. On va en parler parce que certains à droite font déjà campagne en pensant à l'après-présidentielle. Et c'est le match des idées qui va opposer dans quelques instants François Dorcival, éditorialiste à Valeurs Actuelles, et Yves Derey, rédacteur en chef au Parisien Magazine. À tout de suite, restez avec nous. La France compte 58 réacteurs nucléaires sur son territoire. Mais communiquer sur le risque nucléaire reste compliqué tant les intérêts économiques sont puissants au point de passer sous silence certains incidents. Parfois, il peut y avoir un écart en communication, certainement pas en transparence. Et donc la communication, effectivement, c'est un travail toujours délicat de bien se comprendre et de bien donner les informations. Nous y travaillons tous les jours. Et donc du coup, c'est pour ça aussi, là, vous m'expliquez pas ce qui s'est passé pour Fessenheim. Du coup, comment ça se fait? Non? Vous voulez pas me parler de Fessenheim? Non. Attention, risque majeur, jeudi à 17h30 sur Public Sénat. Bonsoir et bienvenue à vous pour cette grande soirée politique. Nous sommes ravis de vous retrouver sur Public Sénat. Je ne suis pas l'homme providentiel. Je suis candidat à l'élection présidentielle et je suis candidat pour la gagner. Édition spéciale sur Public Sénat. Votre nouvelle édition présidentielle 360. Je suis la candidate de la France du peuple. Vive la République, vive la France! Arrêtez avec la politique de Disneyland. Il y a une guerre et les deux partis essayent de la gagner. Bienvenue dans la matinale de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Vous dites « Je veux gagner l'élection présidentielle ». La présidentielle, c'est sur Public Sénat. Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes en direct, c'est votre émission, on va plus loin pour évoquer à présent le plan B, éventuellement, la droite. Ce n'est pas ce plan B comme Barouin, ce n'est pas l'alternative Juppé, mais en cas de défaite du candidat François Fillon, la droite prépare déjà la suite. C'est ça le plan B. Au-delà de la présidentielle et législative, on va en parler avec nos invités ce soir. Yves Derey, bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef au Parisien Magazine, et François Dorcival, bonsoir. Bonsoir Sonia. Éditorialiste à Valeurs Actuelles. Alors à droite, messieurs, ils y pensent beaucoup. D'abord tous les candidats. François Dorcival pense aux législatives. À droite en particulier, est-ce qu'ils ont déjà ces législatives en ligne de mire ? Mais depuis des mois, puisque les investitures ont déjà été accordées aux candidats. Donc, naturellement, les candidats faisaient campagne pour leur candidat à la présidentielle, François Fillon, mais aussi pour eux ou pour elles. Et il est naturel que, évidemment, ils sachent bien travailler leur terrain. La question, Yves Derey, c'est de savoir, évidemment, les Républicains font campagne pour leurs candidats, mais dit-on de plus en plus pour eux-mêmes, pas seulement pour les couleurs de la droite, mais pour eux-mêmes. Et en cas, c'est une hypothèse évidemment d'élection d'Emmanuel Macron, beaucoup pensent sauver leur tête et la mise pour la suite. Je crois qu'en effet, on arriverait dans une configuration totalement nouvelle si on avait un second tour, Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, avec les clivages traditionnels qui explosent, une opposition, je crois que Jérôme Sainte-Marie l'a dit à ce micro, qui deviendrait une opposition quelque part entre européens, progressistes et souverainistes conservateurs. Et donc, en effet, la droite elle-même serait traversée par ce nouveau clivage. Et il est tout à fait possible qu'il n'y ait pas un seul groupe parlementaire très clair, les Républicains, mais des sous-groupes avec effectivement des gens qui seraient susceptibles de passer un contrat de gouvernement avec Emmanuel Macron. Je crois que l'idée d'Emmanuel Macron, elle est là. C'est justement depuis le début, il n'est pas ni droite ni gauche, il est et droite et gauche. Et donc il va vouloir, s'il gagne la présidentielle, vouloir organiser une majorité qui soit justement un peu composite avec des progressistes de droite, de gauche, du centre. Et je pense qu'il y en aura chez les Républicains
pour jouer cette carte-là. Alors, majorité composite, mais est-elle vraiment cohérente? C'est la question que je vais vous poser dans quelques instants, François Dorcival. D'abord, j'aimerais préciser, c'est une information qui nous est parvenue, que Pénélope Fillon, l'épouse de François Fillon, a donc été mise en examen ce soir pour complicité et recel de détournement de fonds publics, complicité et recel de biens sociaux. Elle était entendue depuis ce matin par les juges d'instruction. Je reviens après sur notre sujet. Emmanuel Macron, sa majorité, justement, le candidat d'En Marche, s'est défendu et a défendu la cohérence de sa majorité. S'il était élu, on l'écoute. Si les Français ne veulent pas d'un renouvellement et d'une refondation de notre vie politique, ils ne m'éliront pas président de la République. C'est leur choix le plus souverain. Mais permettez-moi de penser que s'ils décident de faire un tel choix, impensable il y a un an pour beaucoup, décrié par la plupart, est considéré comme intenable par une large majorité, c'est qu'ils ont bien l'intention, 6 semaines plus tard, de me donner les moyens de présider et de gouverner. François Dorcival, Emmanuel Macron, il s'appuie sur une logique institutionnelle qu'on connaît tous de la 5e. C'est logique d'avoir la majorité après. Oui, c'est logique. C'est logique quand le président de la République élu a derrière lui une tradition, un parti, une machine, un appareil qui laboure le terrain depuis des mois. Or, pour le moment, comme cela a été expliqué d'ailleurs il y a un instant sur ce plateau, par la représentante du mouvement d'Emmanuel Macron, les investitures ne sont pas distribuées. Il y a 14 000 candidats pour 577 candidats potentiels. Donc, il va se retrouver dans une situation qui sera la suivante. Élu président de la République, s'il l'est, il aura le pouvoir pendant 6 semaines. Au bout de 6 semaines, il y aura un nouveau pouvoir qui, lui, sera dessiné par les élections législatives. Et ce sera d'une certaine façon une première. Mais nous ne serons qu'à une deuxième étape. Première étape, la présidentielle. Deuxième étape, les législatives. Or, il a passé un accord avec François Bayrou sur un point central, qui est le changement de mode de scrutin. Donc cette assemblée-là, elle-même, saura qu'elle n'aura pas de durée de vie. Ça veut dire que oui, il y aura recomposition ici et là, mais nous aurons une multiplicité de groupes à gauche, et évidemment, lui compte sur l'éclatement de la droite. C'est la raison pour laquelle François Fillon va aller en répétant « le seul qui puisse avoir une majorité cohérente, c'est moi ». Macron ne prétend même pas à cette majorité cohérente. Il dit une majorité de projets sur ce que je demanderai. Et une majorité de projets, Yves de Rais, sous l'étiquette de la majorité présidentielle. En marche, c'est-à-dire que pour ceux qui vont rejoindre, rallier Emmanuel Macron, on va parler dans quelques instants. Oui. Ce n'est pas son cas parce qu'il n'a pas encore tout dit ce soir, Manuel Valls. Mais pour ceux qui vont rejoindre Emmanuel Macron, c'est fini. PS ou les Républicains, c'est fini. C'est à voir. Il y aura, à mon avis, plusieurs configurations autour de lui et plusieurs cas. Il y aura les députés estampillés En Marche, Macron, majorité présidentielle, mais il est possible aussi qu'ils soient rejoints par des groupes parlementaires qui peuvent se constituer. Pourquoi pas un pôle autour, disons, de la droite centriste, disons, autour en gros d'un courant juppéiste, qui pourrait, pourquoi pas, participer à une coalition. Parce que faut bien se rendre compte quand même qu'on va être, a priori, si c'est un second tour Macron-Le Pen, on va être dans une situation finalement qui nous rappelle un petit peu l'élection de 2002, où Jacques Chirac avait été élu contre le père, et il n'avait pas ouvert ses bras. Il n'avait pas fait cette majorité qui correspondait aux gens qui avaient voté pour lui. Je pense que Macron ne commettra pas cette erreur. Il voudra justement que le gouvernement, sa majorité, représente cette large diversité d'électeurs. Et de surcroît, ça correspond tout à fait à sa manière d'envisager la présidence. Il se voit comme un président qui préside, et puis un gouvernement qui gouverne, et délégué quand même beaucoup au gouvernement et au Premier ministre. Absolument. Donc ça correspond tout à fait, ce type de majorité, à son projet de gouvernance. Tant mieux. C'est là qu'est sa cohérence. Non, mais tant mieux. C'est là qu'est la cohérence. Sa cohérence, parce que ça signifie qu'en réalité, il attend, il anticipe, je ne sais pas s'il le justifie, mais il anticipe la possibilité très forte, surtout si la droite est absente du second tour de la présidentielle, que celle-ci, d'une certaine façon, se venge, entre guillemets, en se
consolidant aux législatives et par conséquent en étant en mesure aux législatives d'être elle-même cohérente, de désigner sa majorité en désignant son Premier ministre. Donc une cohabitation. Ça, ce serait, exactement, et ça, ce serait une première. C'est une piste que vous n'excluez pas au cas où Emmanuel Macron remporte la présidentielle. Ce que vous pensez, c'est que tout ça va exploser. Moi, je ne sais pas. Au scrutin majoritaire, uninominal et majoritaire, ce seront des triangulaires ou des quadrangulaires partout, et dans ces conditions, toutes les surprises sont possibles. Mais François, je sais que ça ne vous emballe pas, cette perspective. Ah ben non. Ça ne vous emballe pas. Non, parce que je vois bien le désordre. Ce second tour qui se présente, la droite va éclater, elle est condamnée à éclater parce que, vous le verrez, vous le savez peut-être même mieux que moi, il y aura des gens à droite qui vont sans doute accepter la main tendue de Marine Le Pen. Il y en aura. Et il y en aura aussi qui accepteront la main tendue d'Emmanuel Macron. Exactement. Et donc la droite sera plus ce qu'elle est aujourd'hui. Elle ne ressemblera plus à ce qui existe aujourd'hui. Je ne pense pas que les Républicains seront encore en situation de rester groupés comme un pack au rugby et d'aller à la bataille des législatives bien groupés et solidaires. Tout dépend, mais non. Tout dépend. Je ne crois pas. Non, tout dépend de qui prendra le leadership si François Fillon était battu, qui prendra le leadership à droite? Le leadership, qui le sait? Mais qui le sait? Il y aura un leadership. En 1981, je rappelle que Jacques Chirac ayant été battu, il a pris ensuite le leadership de la droite. Puisque vous parlez de main tendue, il y a une main qui ne veut pas se tendre, si je puis dire, c'est celle d'Emmanuel Macron en direction de Manuel Valls, ou en tout cas, il ne veut pas le faire ostensiblement, Yves Derey. Manuel Valls qui va dire clairement quelle est sa position demain. Ses soutiens, après une réunion ce soir, affirment qu'il va éclaircir sa position. Mais on parle beaucoup du vote utile de Manuel Valls, qui serait assez cohérent pour l'ancien Premier ministre. Il a souvent dit, il a souvent appelé à ce vote utile dans les différentes élections intermédiaires. C'est cela le choix, il n'y a pas de surprise. Moi, j'avais dit à ce micro qu'il avait une opportunité. Bien. Je le connais bien. Oui. Bon, je l'ai édité, on l'a déjà dit ici. Et j'avais dit qu'il a en horreur le Front National et il a appelé à voter Christian Estrosi, Xavier Bertrand pour barrer la route au Front National au régional. Je ne vois pas comment il ne va pas appeler à voter Emmanuel Macron pour barrer la route au Front National. Parce que je pense que cet appel vaut encore quelque chose aujourd'hui, parce que malgré tout, soyons réalistes et soyons clairs, Emmanuel Macron n'est pas encore assuré d'être au second tour. Je veux dire, moi j'ai tendance à croire un petit peu à la thèse du vote caché en faveur de François Fillon, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, dans une enquête d'opinion, quand on vous demande pour qui vous allez voter, si vous avez envie de voter François Fillon, vous n'allez peut-être pas le dire, un peu comme on le faisait pour Jean-Marie Le Pen à une époque. Donc je pense que François Fillon est un peu sous-évalué. Peut-être que tout au contraire, dire qu'on vote Emmanuel Macron, c'est chic, donc peut-être qu'il est un peu surévalué. Donc je pense que la différence est ténue, donc rien n'est joué. Et donc aujourd'hui, malgré tout, le soutien de Manuel Valls vaut encore un petit quelque chose pour Emmanuel Macron, parce qu'il faut qu'il assure sa place au second tour. Une fois que Emmanuel Macron sera au second tour, ma foi, Valls n'aura plus qu'à se rallier comme beaucoup de gens. Donc ça n'aura plus beaucoup d'importance. Ah non. Je crois que nous retournons aux élections législatives, et qu'aux élections législatives, nous aurions, dans ce cas-là, il n'y a pas de raison que la description que vous faites de la droite ne s'applique pas à la gauche, éclatement aussi à gauche. Là encore, dans le jeu des triangulaires des quadrants, vous aurez un groupe Mélenchon, vous aurez un groupe Hamon, vous aurez un groupe Valls, vous aurez un groupe Macron. Mais naturellement, chacun veut être le chef dans son camp. Non, mais on parle là de l'appel de Valls à voter Macron. C'est au-delà. Valls va appeler à voter Macron entre les deux tours s'il est face à Marine Le Pen. C'est automatique. C'est au-delà. S'il peut négocier un peu, je me situe au-delà. Et que veut-il négocier, pardon, le rôle de Manuel Valls ne peut être d'exister qu'à travers son résultat aux législatives. Oui, mais justement, que peut-il négocier? Le problème, c'est que là, Emmanuel Macron... Quelle est son ambition, Manuel Valls, pour la suite? Manuel Valls, pour la suite, on a le sentiment quand même qu'il aurait bien aimé sauver la boutique. Oui. C'était un peu l'idée qu'il avait avec Jean-Christophe Cambadélis, qui pensait aussi quand même que derrière une défaite de Benoît Hamon,
il serait possible pour les sociodémocrates de récupérer le Parti socialiste. Maintenant, les choses deviennent très compliquées parce que ce n'est plus une défaite, c'est une débâcle qui semble guetter Benoît Hamon. Et donc là, vu la situation, récupérer le pas grand-chose qui est la rue de Solferino devient beaucoup moins intéressant. Et donc je pense que Manuel Valls se dit, bon, et puis il a une pression aussi de ses amis, qui trouvent qu'après tout, Macron n'est pas si loin que Valls. On le sait, ils ont à peu près la même vision des choses. Vous avez une réaction sur les réseaux sociaux, on va préciser ce qu'on a voulu dire. C'est Sylvie Berthe qui vous dit comparer Fillon à Jean-Marie Le Pen. Non, c'est trop fort. On n'a pas comparé cela. Quand vous avez comparé, c'était Jean-Marie Le Pen face à Jacques Chirac et François Fillon. Voilà, c'est autre chose. Ce que je voulais dire simplement, c'était, à propos de ce vote caché, ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'il y a malgré tout aujourd'hui peut-être des gens qui n'osent pas dire devant quelqu'un qui les questionne. Compte tenu des affaires, du spectre des affaires. Voilà, qui vont voter Fillon. Et justement, il y a une actualité, je vais vous faire réagir, même si j'allais dire c'était attendu, on l'a appris tout à l'heure, François Dorcival, Pénélope Fillon qui a donc été mise en examen pour complicité et recel de détournement de fonds publics, complicité et recel d'abus de biens sociaux et recel d'escroquerie aggravée. On l'a souvent dit, ça va continuer jusqu'au dernier jour de la campagne. C'est le feuilleton. Nous sommes aujourd'hui le 28 mars. On savait que le 28 mars, Pénélope Fillon serait auditionnée par les juges, qu'elle serait mise en examen. Ils avaient 3 chefs d'inculpation. Ils les ont tous les 3 exercés à son encontre. Voilà, il n'y a rien de neuf. Maintenant, on attend quand même ce que vont dire les avocats. Les avocats, ça sera pour tout de suite. Et puis, je pense, dans 48 heures, nous aurons le procès-verbal de son audition dans un journal du soir ou du matin. Un mot aussi sur la stratégie des derniers jours de François Fillon, le supposé cabinet noir. Est-ce que cette stratégie, quelle que soit l'existence ou l'inexistence, toujours difficile ou impossible à prouver de tels, j'allais dire, procédés, cette stratégie, est-ce que beaucoup la partagent à droite autour de lui, autour de François Fillon? Écoutez, je trouve que par rapport à ce qui se passe à gauche, la droite reste extraordinairement solidaire. Vous avez vu la lettre qui a été envoyée au parquet national financier et au procureur de Paris, dans lequel 6 chefs de groupes parlementaires ou de commission des lois au Sénat se sont adressés au parquet pour demander une enquête sur le contenu d'un certain nombre d'informations contenues dans le livre en question. Vous avez vu également que il n'y a que Le Monde pour nous répéter tous les jours que la stratégie de François Fillon devient une catastrophe pour la droite. Parce que Le Monde se trouve là aussi, évidemment, dans l'œil du viseur de François Fillon. Comme d'habitude, on va clore cette émission avec la revue de presse. Réaction rapide si vous le pouvez. Le Figaro, regardez cette une avec le doute qui grandit, selon le quotidien, sur le projet économique d'Emmanuel Macron. Yves Derey, selon plusieurs études, le projet ne relancera pas l'économie et coûtera plus cher que prévu en raison de nombreuses dépenses supplémentaires annoncées par le candidat. Bon, maintenant, on connaît le programme. Maintenant, on connaît le programme. Ça veut dire qu'il y a un programme déjà. Oui, et que les Français vont décider sur ce programme et la personnalité. Les études, etc. Moi, de toute façon, je ne crois pas, au vu de ce qui va se passer, on en a parlé pendant les élections législatives, il y aura un nouveau programme. Je veux dire, Macron ne va pas s'en tenir à ces propositions-là parce qu'il va passer un contrat de gouvernement, que chacun va vouloir amener sa pierre, et donc c'est aujourd'hui très difficile de tirer des conclusions de ce que sera l'application de... Deux quotidiens, Les Échos, Libération, même sujet, Brexit, Day One, et Libération, Brexit, vous nous manquez déjà, parce que demain, grand jour quand même, François Dorcival, puisque Londres va déclencher officiellement sa sortie de l'UE, et Libération imagine 2 scénarios, un noir et un rose pour l'avenir du Royaume-Uni. En un mot, on a 2 ans de négociations devant nous. Et de ce côté-là, on peut faire confiance aux Anglais. Merci messieurs pour ce match des idées. Merci pour cette analyse. On arrive à la fin de cette émission. À suivre, comme tous les mardis, ce sont les moments choisis de votre émission politique. L'épreuve de vérité et l'invité de Michel Grossior. Ce soir, c'est François Bayrou. Moi, je vous retrouve demain à 22h. Belle fin de soirée à notre compagnie.